Bien, bonjour à tous et bienvenue au Trends Talk. Trends Talk, c'est une initiative de Trends Tendance et Trends Numérique. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Simon Paulet qui a lancé sa startup Merchery récemment. Et donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est avec Simon, est-ce que c'est le bon moment pour lancer sa boîte, pour lancer son entreprise? C'est une question qu'on s'est posée aussi dans le Trends Tendance de cette semaine, qui est paru il y a quelques jours, qui est encore disponible en librairie. On a trouvé finalement pas mal d'entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui et qui créent leur boîte aujourd'hui. Alors voilà, il y a des défis, il y a des difficultés, mais il y a aussi des opportunités. C'est de ça qu'on va parler avec Simon. Simon, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour tout le monde. Alors tu peux peut-être te présenter et un petit peu expliquer voilà, où tu en es dans ton projet aujourd'hui. Ouais, donc moi je suis namurois, je vis à Bruxelles. J'ai lancé avec mon cofondateur Benoît un projet qui s'appelle Merchery qu'on a lancé ici en avril de cette année, donc en plein milieu de la crise. Le projet, il est assez simple. En fait, on pense que les goodies et les cadeaux d'entreprise, ils sont un peu outdated pour le moment, et donc on veut réinventer ça et ramener un peu de qualité dans ce marché qui finalement est un énorme marché, en tout cas en Belgique et en Europe. Voilà, on va approfondir ton projet là tout de suite. Mais ce que je voulais aussi te demander, c'est que voilà, ça vient d'abord d'un premier projet que tu as lancé il y a quelques mois, il y a 5-6 mois, si je ne me trompe pas, et qui s'est un peu cassé les dents justement sur la crise du Covid en raison de problèmes logistiques. Alors, tu peux nous parler de ce premier projet? Ouais, donc le premier projet, il s'appelait Drink Big. C'était simplement une marque de gourde. En fait, on avait lancé ça il y a plus d'un an comme side project sur le côté de notre travail. Au début, c'était un projet sans ambition et puis ça a pris de l'ampleur jusqu'au moment où on s'est dit OK, on peut en vivre. Et au moment où on a démissionné, donc en novembre-décembre 2019, la production s'est arrêtée en Chine puisqu'on faisait produire en Chine. Et donc, on a été touché par le virus à partir de fin décembre, début janvier. Et ce projet-là, qui était à la base le projet principal sur lequel on travaillait, a été mis à l'arrêt. Donc là, vraiment, problème de timing, évidemment, tu pouvais pas t'en Ouais, douter. pas de chance. Et qu'est-ce que tu t'es dit? Alors, c'était quoi ta première réaction voilà, parce que je pense que tu as appris que tu n'aurais pas tes produits qui seraient livrés avant un certain délai. Je pense que tu vas Ouais. les avoir seulement maintenant, là, des mois et des mois après. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur qui se lance, qui a une bonne idée, puis voilà, qui se retrouve face à Ouais. des difficultés absolument impossibles à prévoir? Bah, écoute, ici, ce qui était dur, c'était qu'on l'avait pas prévu du tout. Contrairement à la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui, bon, on l'a vu venir. Quand elle est arrivée en Chine en décembre, janvier, c'était vraiment inattendu. Donc ça a été un gros coup dur et beaucoup d'incertitudes sur la production, quand ça allait reprendre. On savait que c'était à l'arrêt, on savait pas quand ça allait reprendre. Donc c'était ça qui est difficile. Donc nous, en fait, on s'est dit, OK, en fait, on n'aura pas les bouteilles avant 3 mois. Utilisons ce temps et développons un projet qu'on avait déjà en tête, qui est le projet actuel, Merchery, et travaillons là-dessus. Voyons ce que ça donne et essayons d'utiliser ce temps et la période finalement de confinement pour travailler là-dessus. C'est ce qu'on a fait et finalement ça a été assez bénéfique pour nous puisqu'on a lancé en avril et ça s'est super bien passé. Donc voilà. Ok, top. J'en profite pour accueillir évidemment les premiers spectateurs. N'hésitez pas à participer au débat, évidemment, à poser toutes vos questions à Simon. Alors voilà, justement, donc tu as été confronté à cette problématique, mais tu t'es dit, bon, on va pas s'arrêter là, on va relancer un autre projet, on va réorienter peut-être le projet actuel. Voilà, comment est-ce que tu as réfléchi à pivoter vers finalement quelque chose qui est assez différent du projet initial? Ouais, donc en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si tu veux, dans le business, le premier business, on avait une partie B2B, on avait des entreprises qui nous commandaient des grosses quantités de bouteilles. Et en fait, cette partie continuait à fonctionner. Et on pouvait prendre les commandes avec un délai de livraison plus long, mais on pouvait continuer à travailler là-dessus. Donc, on s'est dit finalement, c'est la seule partie qui fonctionne. Et donc, on a décidé d'étendre notre gamme au-delà des gourdes, d'ajouter des objets et de développer un projet à part entière. Donc, voilà.
c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et surtout, on s'est dit, OK, essayons d'avoir une vision assez pessimiste, en se disant que on n'aura pas une reprise de la production avant 3 mois, et utilisons ce temps de manière calme et posée pour travailler vraiment sur le projet Mercury. Et donc là, justement, bah, par rapport aux soucis logistiques que tu as pu avoir sur ton Ouais. premier projet, comment est-ce que tu as résolu ça ici avec un deuxième projet qui est finalement basé sur beaucoup plus d'assortiments, enfin une gamme beaucoup plus élargie. Ouais. Donc, tu risques d'avoir le même type de soucis au niveau du sourcing. Si tu dois acheter des choses aussi en Chine ou dans des pays asiatiques, est-ce que tu risques pas d'avoir les mêmes problématiques aujourd'hui? Ouais, ben justement, un des points sur lesquels on a travaillé, c'est de sourcer les produits de manière plus locale. Donc aujourd'hui, l'Europe est quand même un peu touchée, mais moins, je dirais, en termes opérationnels que la Chine ne l'était avant en tout cas. Donc on a sourcé une grosse partie, plus de la moitié de nos produits en Europe. Et pour ce qui est des produits qui sont produits ailleurs, on a à chaque fois fait attention qu'il y avait des délais respectables. Donc voilà, on a choisi des partenaires en discutant de la situation, en s'assurant que à chaque fois il y avait moyen d'être livré dans les temps, quoi. En sachant que en fait, finalement, il y a une grosse partie des entreprises qui continuent à tourner. La production est au ralenti. Nous, ce qui nous a pénalisé, c'est que quand tu as un petit producteur, quand tu as un produit et que tu fais des petites quantités, c'est souvent mis à l'arrière de la production. Et quand tout est ralenti, bah, tu passes à l'arrière, et au final, tu perds énormément de temps. C'est ça qui nous a pénalisé dans le premier projet, en tout cas. Et donc voilà, là justement, c'est ce que tu disais. Aujourd'hui, on se rend pas forcément compte, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui continuent à fonctionner et certains secteurs qui vont continuer à acheter certains types de produits. Donc toi, tu te focalises sur tout ce qui est goodies, comme tu disais, donc des produits voilà, promotionnels quelque part pour les entreprises, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Donc c'est un peu un marché finalement, quand on parle de goodies, de produits promotionnels, c'est un peu un marché qui est péjoratif. On a une idée des objets de mauvaise qualité qu'on jette après 2 semaines. Nous, vraiment, notre vision, c'est de ramener de la qualité et de se dire, OK, on va proposer des produits que nous-mêmes, on aurait envie. Donc, c'était ça l'idée. Et donc, voilà. Et donc, tu as décidé de te focaliser peut-être sur certains types d'entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas des boîtes aujourd'hui, quand même, malgré tout, vu la période actuelle, qui sont en train de faire des économies un petit peu partout? Donc, on peut se dire, est-ce que les objets promotionnels, est-ce que les goodies, c'est vraiment dans leur priorité aujourd'hui? Ouais. Ouais, ben c'est ça. En fait, c'est clairement pas un bien de première nécessité pour les entreprises. Donc oui, en effet, quand on regarde les commandes qu'on a eues aujourd'hui, c'est des marchés qui sont encore actifs. Donc le retail, la food, l'online, des startups qui sont bien financées, ou alors des pays qui sont moins touchés. Donc nous, à chaque fois, on a mis le focus sur les entreprises qui avaient encore une activité, quoi. On s'est pas mis à targeter des entreprises qui étaient dans un marché compliqué, et on a passé du temps en tout cas avec celles qui avaient une belle perspective et qui avaient du cash encore disponible finalement. Alors, bienvenue à tous dans ce Trendstalk, hein. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Est-ce que c'est le bon moment pour lancer sa boîte? On est ici avec Simon Pollet. Il a lancé Merchery, qui est un nouveau projet, une nouvelle start-up qui vient de créer dans cette période justement de crise aujourd'hui. Donc, bienvenue dans les Trendstalk, hein. Trendstalk, c'est une initiative de Trends Tendance et de Trends Numérique, et je vous invite à participer au débat, à poser des questions aussi, bien sûr, à Simon. Alors, Simon, peut-être une question à l'entrepreneur. Est-ce que aujourd'hui, vu la période d'incertitude actuelle, est-ce que c'est pas effrayant quelque part de se dire j'y vais, je lance ma boîte? Ben oui, donc c'est clair que c'est par rapport à la situation normale, je pense que c'est plus compliqué de lancer sa boîte. Maintenant, je pense qu'il faut voir le bon côté des choses, et en tout cas, c'est une période. Les périodes de crise sont toujours des périodes de changement, et je pense que tout projet qui veut apporter du nouveau, apporter une nouvelle vision par rapport au marché, si ça a du sens, ben il va réussir. Peut-être plus lentement, peut-être avec plus de mal, mais en tout cas, tous les projets qui sont sains et qui font du sens
pour le marché, pour notre société en général, je crois que ce soit crise ou non, ils ont intérêt à être lancés et voilà. Et d'ailleurs, je pense que il y a plein de business dans la dernière crise financière, il y a plein de business qui sont lancés, qui représentaient une espèce de rupture par rapport à un marché actuel. Je pense à Airbnb, je pense à Slack. Tous ces business, ils ont créé une rupture et finalement, ils ont émergé de cette crise et ils ont apporté un changement à la société qui finalement était bénéfique. Et puis malheureusement, ouais, pardon. Malheureusement, Non, non, vas-y. heureusement et malheureusement, les marchés, ils sont quand même efficaces. Et donc, s'il y a des entreprises qui disparaissent, ça veut dire qu'il y a des opportunités pour d'autres. Donc voilà. Ok, parfait. Bon, alors désolé pour la connexion Internet. Je ne sais pas si c'est de mon côté, c'est possible, mais voilà, on n'a pas des images optimales aujourd'hui. Alors, peut-être une autre question, Simon. Est-ce que tu as peut-être des conseils à donner? Plutôt, comment est-ce que tu t'es préparé aujourd'hui à faire face à la crise? Comment est-ce que comment est-ce que tu fais pour traverser la crise en tant que startup? Est-ce que tu as un peu des recettes à donner aujourd'hui? Ouais. Ben, écoute, c'est de réduire les coûts au maximum. Donc, nous, on fonctionne vraiment avec rien. On a un entrepôt, on a un bureau, mais le reste, on n'a vraiment aucune dépense. Je pense qu'il faut profiter des aides du gouvernement. Que ce soit nous, par exemple, on a eu droit au droit passerelle, qui est une indemnité pour les indépendants. Il y a des subsides, il y a des indemnités forfaitaires. Donc, il faut vraiment prendre tout ce qui est à prendre à ce niveau-là. Et puis ensuite, ouais, je pense que c'est un peu l'ABC de l'entrepreneuriat, mais il faut faire attention à son business model et s'assurer qu'en fait son business il est rentable. Et nous, ça nous a permis vraiment de nous dire, ok, maintenant il faut pas qu'on joue, il faut qu'on crée un business sain et un business qui puisse vivre de lui-même. Donc voilà. Alors, on a une question ici de Régis par rapport à Airbnb. Voilà, tu parlais d'Airbnb. Voilà, et lui, il constate quand même qu'ils n'ont pas forcément émergé aujourd'hui de la crise, qu'ils ont dû virer une partie de leurs équipes. Mais je pense que tu parlais plutôt de la création de la boîte qui s'est faite Ouais. au moment de la crise financière. Ouais, donc la boîte a été créée après la crise financière et l'histoire, c'est tout simplement, c'est que c'était deux jeunes entrepreneurs qui ont alloué un lit gonflable dans leur appartement et que ça a eu un succès dingue. Et l'histoire d'Airbnb, c'est l'émergence d'un système de collaboration qui est né après la crise. Bon, je dis pas qu'il ne serait pas né s'il n'y avait pas eu la crise. Mais c'est vrai que la crise actuelle impacte Airbnb, mais c'est une histoire, en tout cas, qui a émergé de la crise financière, la dernière. Ok, alors une autre question justement de Régis, ou plutôt une remarque qui va me permettre de rebondir, puisque voilà, il dit, il parle du fait qu'effectivement il y a toute une série d'aides aujourd'hui qui sont à disposition des entrepreneurs, tu l'as évoqué. Alors selon lui, les entrepreneurs ils sont transformés un peu en mendiants. Il préférerait qu'on réduise les coûts et qu'on facilite les procédures. Je suppose que tu as vu passer aussi cet appel de certaines startups pour voilà, plus de soutien à l'entrepreneuriat et plus de soutien spécifiquement aux startups qui vont avoir des soucis aujourd'hui. Est-ce que toi, tu t'inscris aussi dans cette demande-là, ou est-ce que tu as une autre opinion sur la question? Moi, je suis complètement d'accord avec Régis dans son commentaire. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, c'est notre responsabilité de prendre les aides qui sont disponibles. Maintenant, je pense que aucune industrie n'est née d'un assistanat de la part d'un État. La Silicon Valley, elle n'est pas née d'une aide de l'État. Je pense que moi, je me situe pas vraiment dans cette demande des startups qui finalement, comme Régis dit, demandent des soutiens qui sont pas durables, qui sont pas structurels, je dirais. Je pense que d'ailleurs, quand on regarde la majorité, elles sont financées par des capitaux à risque.
Et comme le mot l'indique, ben, c'est des capitaux qui doivent prendre en compte le risque qui est toujours là. Et c'est d'ailleurs aussi l'entrepreneur, à mon sens, qui doit assumer ses risques et pas l'État. L'État, il doit assurer, il doit aider des gens, mais pas des entreprises. Mais en effet, je pense que c'est d'une manière structurelle, il faut travailler sur l'entrepreneuriat, travailler sur le système en général, la facilité de créer une entreprise et tout l'écosystème qui l'entoure. Il faut certainement pas subsidier les entreprises, ni les startups d'ailleurs. Si elles ont lieu d'être, elles auront lieu d'être, mais sinon, voilà. Et toi, Simon, justement, bah, comme tu parlais de capital risque, tu as fait le choix de ne pas te lancer dans un processus de levée de fonds, en tout cas pas pour l'instant. C'est amusant parce que tu es un ancien de eFounders. Donc, est-ce que ce modèle startup qui est fortement utilisé aujourd'hui dans les startups techno, est-ce que voilà, c'est un modèle qui n'est pas à suivre selon toi? Si, ben, écoute, je pense que toutes les formes d'entrepreneuriat sont respectables. Donc, j'ai aucun problème avec les entreprises qui lèvent des fonds. Et je dirais même qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin. Quand il y a une technologie qui est développée ou un marché qui demande plus de cash pour être conquis. Je pense qu'un chemin qui est moins emprunté, ou en tout cas qui est moins sur lequel on parle moins, c'est ben voilà, les entreprises qui se développent en fonds propres. Et nous, c'est le choix qu'on a fait. On a fait le choix de créer un business rentable le plus vite possible et dès le début, et de financer notre croissance, soit avec de la dette, soit avec nos fonds propres ou nos bénéfices. C'est clair que ça suggère une croissance moins abrupte et moins forte, mais on pense que ça met les bases pour créer un business sain et qui, en tout cas, oui, qui est plus authentique et qui, à mon sens, a une vision long terme qui est nécessaire versus la startup qui a une vision uniquement sur sa croissance. Je pense qu'au final, parfois, ça peut pervertir certains business. Ouais. Okay, donc plusieurs modèles évidemment de start-up et d'entrepreneuriat. Alors peut-être pour conclure, Simon, est-ce que tu as un conseil à donner, le conseil peut-être le plus important que tu aurais à donner aujourd'hui aux entrepreneurs qui se disent allez, je vais me lancer là, malgré l'incertitude qui est liée à la crise aujourd'hui, je vais quand même me lancer. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Attendez 7 ans. Non, je rigole. Non, allez-y. Honnêtement, allez-y. Je pense que c'est un moment assez unique. Le tout fonctionne au ralenti. Finalement, nous, on s'est rendu compte qu'on pouvait se concentrer et qu'on avait du temps pour développer les choses. Et ça, c'est assez important et ça arrive pas tout le temps. Donc, utilisez le temps que vous avez et réduisez vos coûts et construisez un business qui fait du sens pour la société, pour le marché et tout ira bien. Puisque de toute façon, toutes les crises sont temporaires. Ça, on en sortira, c'est sûr. On ne sait pas encore quand, mais on espère bientôt. En tout cas, merci beaucoup, Simon, pour ton témoignage. Et merci à tous. Encore désolé pour la qualité aujourd'hui de la connexion. Voilà, les Trends Talks, c'est encore expérimental. Donc, on essaye chaque semaine de vous apporter du bon contenu et des témoignages d'entrepreneurs. Et on se retrouve évidemment la fois prochaine pour un nouveau débat. À la prochaine, Simon. Salut. Salut, Gilles. Merci.